qui est un des pionniers en fait, des arts martiaux internes en France et qui est basé en Bretagne, qui m'a demandé si je voulais pas écrire des petites lettres sur le cheminement par rapport aux arts martiaux internes. Et donc le format c'était maximum genre une page recto verso. Et donc à l'époque c'était extrêmement important parce que c'était il y a quand même pas mal de personnes qui se sentaient un peu seules et solitaires et abandonnées. Donc le fait de garder un peu le lien à travers une petite publication comme ça, enfin ça paraissait important. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à écrire ces petites lettres de cheminée sur la voie. Donc certains d'entre vous ont vu. Donc après on a Après on a rajouté en fait une petite série en fait de rencontres sur internet autour déjà de ces lettres. Et c'est ça qu'on avait filmé, que vous trouvez en fait sur YouTube avec les dialogues de cheminée sur la voie. D'accord. Comme ça vous avez un peu l'idée de bien tout ça. Et donc là on s'est dit, comme il y a pas mal de nouveaux, pourquoi pas recommencer en fait sur la base de ces lettres, hein, si vous avez regardé, que ça vous intéresse, pour relancer en fait un peu nos discussions. Donc là vous avez lu au moins l'une ou l'autre ou pas? J'ai lu la moitié des lettres. D'accord, c'est voilà. Ça. Et Chantal, tu avais regardé un peu? Moi je les avais lus l'année dernière. C'est ça. Et toi, tu les as vus aussi un peu ou pas? Non, toi, tu n'as pas vu encore? Moi, j'ai vu les vidéos où tu en parles. Où on en parle. Mais j'ai pas trouvé les lettres. En fait, c'était pas évident d'accès. Dans la description, vous avez la vidéo. En fait, vous avez la description de la vidéo. Dans la description, à chaque fois, les lettres que je mentionne dans la vidéo, vous avez le lien en dessous, vous cliquez dessus et ça ouvre la page internet. Et après, en fait, vous n'avez qu'à faire télécharger. Il fallait faire afficher plus. D'accord. Ça suffisait pas d'afficher sur le lien. Sur le lien, on avait les dialogues. Et après, pour avoir la lettre, il fallait faire afficher plus. Voilà, bon, il fallait tâtonner un peu. D'accord, on pourra regarder ensemble si tu veux. Voilà. Donc, est-ce que dans les lettres, soit qui vous ont interpellé ou qui vous posent des questions, et en précisant qu'une des choses qui m'a frappé en travaillant avec vous, c'est que certains ne connaissaient rien en fait à la culture chinoise ou asiatique plus généralement. Donc en fait, Pascal, c'est l'histoire, la fameuse histoire interculturelle. C'est que les pratiques qu'on est en train de pratiquer s'inscrivent aussi dans un certain horizon, s'inscrivent en fait dans une certaine vision du monde. Et si vous ne connaissez pas du tout cette vision du monde, vous ne connaissez pas du tout cet horizon, vous passez à côté d'un certain nombre de choses parce que soit vous les réinterprétez autrement, ou vous ne voyez pas qu'il y a autre chose qui se cache derrière. Donc voilà. Et parfois on ne comprend pas. On me dit mais qu'est-ce qu'il raconte, parce que c'est des notions en fait qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Donc je me rappelle que dans le passé, il y avait certains des amis qui me disaient Christophe, au départ on ne comprenait rien à ce que tu racontais. Puis c'est au fil du temps, on commence à faire le lien entre certains mots, certaines expériences, un cheminement, et puis tout d'un coup les choses commencent à faire un peu sens. Et on commence à rentrer aussi un peu dans cette autre vision. Et il y avait une amie qui était Geneviève, qui avait lu il y a des années le livre assez connu de Catherine Despeux. C'était peut-être le premier livre là vraiment sur le Tai Chi Chuan là, en France, en langue française. Elle avait dit, elle avait acheté parce qu'elle s'était intéressée au Tai Chi, elle n'a rien compris du tout. Et après, en fait, il est venu pratiquer. Et en pratiquant, et puis avec les échanges, voilà, il y a un cheminement qui s'est fait. Et à un certain moment, elle a repris le livre, un peu par hasard. Et puis, là, c'était devenu clair. Dans le sens, tu comprends peut-être pas tout, mais tu vois tout à fait de quoi ça parle. Et j'avais trouvé ça très intéressant, parce que donc c'était un peu l'exemplification du cheminement. Donc vous vous rendez pas forcément compte comme ça au jour le jour, parce que on est quelque part, puis on a compris un petit truc, on a vu quelque chose, mais c'est pas révolutionnaire forcément comme changement. Mais si vous regardez après genre 2 ou 3 ans ou 4 ans après, votre compréhension a changé. Et là où parfois donc justement vous avez
un marqueur très objectif, c'est que le livre que vous ouvriez au départ et qui c'était du chinois, pour vous, ben là vous ouvrez le même livre et tout d'un coup, mais c'est vachement intéressant, voilà. Ça commence à faire sens. Donc c'est par rapport à ça que je vous dis. Donc la remarque que tu faisais tout à l'heure, non, on n'est jamais idiot, on n'est jamais à côté de la plaque ou quoi que ce soit. C'est pas, certaines choses on peut connaître, certaines choses on ne connaît pas. Mais si vous ne posez pas des questions par rapport justement à ce qui vous interpelle ou quoi que ce soit, alors on n'y répond pas non plus. Et ce qui ne veut pas forcément dire que la réponse va tout de suite être la réponse, parce qu'on peut aussi partiellement l'entendre. On entend. Il faut être prêt pour entendre certaines réponses. Mais n'empêche que le jeu et le cheminement ne peut se faire que s'il y a pas d'inhibition, on va dire, dans le sens de dire non, là, c'est trop bête comme question. Parfois, les questions qui ont l'air toutes bêtes parce qu'elles ont l'air tout simples, c'est les questions fondamentales. J'ai donné un dernier exemple avant de vous lancer, là, il y a quelques jours, dans le petit magasin de thé la chinois, qui est plus haut. On me demandait de faire une toute petite présentation sur le tai chi. Et j'ai fait, on a pratiquement passé l'heure entière, juste c'est quoi yin et yang. Parce que alors on a vu parfois le symbole, mais en fait on ne sait pas trop. Et parfois les choses qu'on pense savoir, c'est peut-être pas tout à fait ça. Parce que souvent, par exemple, les choses qui se passent en Europe, c'est qu'on a tendance à voir yin et yang comme deux essences. Je ne sais pas si c'est le bien et le mal, le féminin et le masculin, ou un truc. Donc yin c'est féminin, yang c'est masculin. Le yin c'est, je sais pas, c'est le mal, et yang c'est le bien. Enfin, certaines personnes ont ce genre d'approche. Alors que yin yang c'est pas du tout ça. Yin yang, donc si vous pensez au symbole de yin yang, à la base vous avez une polarité dans une unité. Donc c'est un équilibre, mais c'est une relation. C'est dans n'importe quelle situation. Vous prenez une situation, le devant qui est tourné vers vous, il est yang dans ce contexte-là. Et là, le côté qui est derrière, il est yin. Je suis en train de vous parler, moi je suis yang, vous êtes yin. Si je veux aller plus loin, au moment où tu poses une question, à un certain niveau, tu es yang, parce que c'est toi qui parles, c'est moi qui écoute, et je suis yin. Mais en même temps, tu poses la question à un autre niveau, comme tu es l'élève qui veut avoir une question pour avoir une réponse, et que je suis le prof qui donne entre guillemets la réponse, tu continues à être yin, et je suis yang. Donc vous voyez, c'est juste par rapport à qu'est-ce qu'on regarde, et donc par rapport, on va dire, à une situation donnée, ou une unité donnée, c'est quoi les deux pôles, la polarisation de base qui est en train de jouer. Quand on a fait aujourd'hui la pratique de pousser des mains, c'est ça. C'est au moment où je pousse, je suis yang. Au moment où j'accepte, je suis yin. Quand je vais sur ma jambe arrière, quand elle se remplit, et après je vais sur la jambe avant, donc elle se vide, le vide et le plein, c'est un autre jeu de yin et de yang. Et à l'origine, donc la notion de yin et de yang, c'était le côté dans l'ombre et le côté dans la lumière sur les versants d'une montagne. Quand vous avez le soleil qui passe, vous avez d'abord le versant qui est dans le soleil, puis le soleil passe, puis il est dans l'ombre, et puis c'est l'autre côté qui est dans le soleil. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de figé. Et donc un certain nombre de fois, quand j'ai eu des discussions avec plus des occidentaux, c'est yin-yang, donc voilà, c'est masculin, c'est féminin, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est une relation. Et yin-yang pointe vers quoi? Yin-yang pointe en fait, quand on dit polarité, donc c'est qu'une unité est polarisée. Vous prenez un aimant qui est aimanté, c'est un aimant. Et cet aimant, il a un côté positif et un côté négatif. Vous n'avez pas un aimant qui est que plus, ça n'existe pas. Donc, le yin et le yang en tant que tel, ils pointent vers ce côté transcendant. Il n'y a pas deux dans yin et yang. Yin et yang, c'est un polarisé. Et comment s'appelle ce symbole de yin-yang? C'est Tai Chi. Donc, le symbole de yin-yang, c'est Tai Chi. À l'origine, vous avez Wuji. C'est ce qui est non manifesté, ce qui est au-delà, vous ne pouvez pas le décrire, c'est tout et c'est rien, enfin c'est pas différencié.
Ce serait le côté un peu le divin absolu avant la création, si on mettait ça dans des termes plus théistes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Certainement, il y a une polarité qui se crée. Donc ça, c'est quand vous avez la première polarité entre ceci et cela, c'est là qu'en fait, vous avez la création, on va dire, qui commence. Donc le point ultime où commence la création, si vous voulez, ça c'est Tai Chi. Pour ça, parfois la traduction, c'est le fait suprême. La pierre d'angle en haut, en fait, le clé de voûte. C'est ça que ça signifie Tai Chi. Donc si je le mets dans des termes plus théistes, ça serait genre Dieu créateur. Enfin, Dieu au moment où il est manifesté. Mais vraiment tout au départ, c'est celui qui fait la création. Mais sauf que même ce Dieu créateur, il y a tout le côté qui le transcende lui aussi. Enfin, qui est le côté de... appelez comme vous voulez, mais qu'aucun mot ne peut définir en tant que tel. Qui est au-delà des mots, qui est au-delà... Parce que justement, c'est pas quelque chose qui peut se faire limiter. Ce n'est pas limité, ce n'est pas défini en tant que tel. Et donc, dans le Tao Te Ching, dont on a parlé avec certains d'entre vous, donc qui est le texte fondateur, enfin, un des textes fondateurs du taoïsme, c'est Lao Tzu qui a écrit, ça commence en fait par la première phrase, c'est que le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao. Et le nom qu'on peut donner n'est pas le vrai nom. Donc en fait, il dit dès le départ, ce dont on va parler, on ne peut pas en parler. Parce que dès qu'on en parle, en fait, on le limite et donc on est un peu à côté de la plaque. Et un philosophe que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, Raymond Panicard, avait commencé une de ses conférences. C'est Robert Vachon qui m'a raconté ça, qui était un autre de mes grands amis, qui était le directeur de l'Institut interculturel de Montréal. Il disait, une des conférences de Raymond Panicard, il avait pris des notes. Et puis il a relu ses notes chez lui. Puis là, il y a une phrase en fait qui l'a vraiment marqué. Et c'est que Panicard a commencé en fait sa conférence en disant « Ce que je vais vous dire ne peut pas être dit. Et c'est parce que ça ne peut pas être dit que ça vaut la peine d'essayer de le dire. » D'accord? Et donc quand on parle de Tai Chi, en fait c'est au moment où on commence à dire, on commence à pointer par rapport à ce truc qui est au-delà. Mais ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est pour ça que le fait de rester un tout petit peu avant de faire la forme, c'est important. Tai Chi ne commence pas uniquement quand on bouge, il y a aussi d'où ça sort. Et où ça retourne à la fin. Et après aussi, quand on va pratiquer, il y a toujours cette notion de ce qui est au-delà qui est aussi là, pendant qu'on est en train de pratiquer. Cette autre dimension ne disparaît pas, elle est sous-jacente. Donc vous voyez que cette simple notion là de yin-yang ou de tai chi, en fait, on est rentré au fondement même de la vision du monde et de la cosmogonie chinoise. Ça va très très loin. Oui. C'est au-delà, mais c'est raccroché à la terre ou pas? C'est raccroché, si tu veux, le côté donc Wuji qui est c'est tout ce que tu vois, plus tout ce que tu vois pas, et tout ce que tu peux concevoir, plus tout ce que tu peux pas concevoir. C'est tout ça qui est, on va dire, donc le Tao. Et donc il y a une partie donc on conceptualise un tout petit peu, mais dès que tu peux déjà le conceptualiser un peu, là tu es dans le côté manifesté, tu es dans la polarité, tu dis il y a ceci, il y a cela, il y a le haut, il y a le bas. C'est pas le haut et le bas, ce que je veux dire, c'est ça peut être une seule chose, mais qui nous traverse. Moi, je veux dire, est-ce que ça nous traverse depuis... Tu peux dire traverser, mais tu peux aussi dire c'est comme si... Auquel cas, ça passe par la terre, quoi, par le bas. C'est présent partout. D'accord. Parce que tu dis c'est en haut. Non, là quand je dis c'est en haut, je faisais référence quand on dit dans le tai chi, quelque chose est en haut, quelque chose est en bas, quelque chose est à droite, quelque chose est à gauche. Et là, donc, je suis dans des polarités, quelque chose est devant, quelque chose est derrière. Donc je suis en fait dans le monde des polarités à nouveau. Mais ce qu'on essaye de dire, c'est que ce vers quoi ça pointe, il y a un au-delà de où tu peux pointer. Raymond Panicard, à nouveau, en fait, il disait quelque chose d'intéressant. Enfin bon, ça nous sort un peu du cadre indien, enfin du cadre chinois, mais c'est intéressant. Donc lui, à la base, il a dédié toute sa vie au dialogue interculturel. Et avant le dialogue interculturel, le dialogue interreligieux. Et en fait, son papa était catalan et catholique, et sa maman... Non, son papa était hindou et indien, et sa maman était catalane et catholique. Et puis, bon, il avait ces deux aspects-là.
Il a fait des études d'abord de scientifique, après de philosophie, puis finalement il a fait la théologie, il est devenu prêtre. Et là, en fait, il a fait tout un cheminement en fait, de dialogue interreligieux. Mais comment est-ce qu'on peut dialoguer au niveau des foi différentes? Ça, on reste à un niveau très superficiel, et donc on dit, bah, finalement, on est d'accord. Mais quand on va pousser un peu plus loin, on se rend compte qu'on n'est pas du tout d'accord. Et alors, est-ce que donc on reste après sur l'autre idée qu'on n'est pas d'accord? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on peut se rencontrer, en fait, dans ce dialogue? Comment est-ce qu'il peut être enrichissant? Et donc, pour lui, donc, les traditions de base donc, sur lesquelles il a travaillé, c'était le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, et ce qu'il appelle le sécularisme. Donc, c'est le côté plus lumière. Voilà. Et dans ce travail, donc, en fait, il s'est dit, il a pris conscience qu'il y a peut-être 3 dimensions qui sont présentes dans les différentes traditions, mais qui sont valorisées différemment selon les unes et les autres, et qui sont un peu pour lui constitutives de la réalité. Et c'est quoi ces trois aspects? Le cosmos, ouais. On va dire le monde. Il y a un monde là, dans lequel on est. Donc ça, c'est une des dimensions. La nature, tout ça. Il y a l'être humain, dans le sens que celui qui perçoit ce cosmos, c'est un être humain. Donc l'être humain fait partie de la réalité. Et on lui avait fait remarquer, oui, mais les êtres humains, je ne sais pas, là, ils existent depuis quelques millions d'années, mais avant, donc il y avait bien l'univers aussi sans êtres humains. Et oui, mais c'est une fausse question, parce que si tu penses l'univers, c'est pas uniquement l'univers à un moment donné. L'univers, c'est son passé, son présent et son futur. Donc l'expérience de l'univers en tant que tel, il y a l'être humain dedans, même si c'est uniquement pendant un certain moment ou quoi que ce soit, mais il fait partie constitutive de cette chose qu'on peut appeler le cosmos ou l'univers. Mais après, il y a une 3e dimension. Donc il y a cette dimension humaine, il y a cette dimension cosmique, mais il y a une autre dimension qui est celle du mystère ou de la liberté fondamentale sous-jacente. On n'est pas dans un système fermé. Il y a cette liberté. Je ne sais pas exactement quelle est cette dimension, mais c'est pas la pensée, c'est au-delà de la pensée, c'est au-delà d'où vient la pensée. Tu sais pas. Il y a toujours cette ouverture fondamentale qui est là, que donc les différentes traditions vont appeler de manière différente. Et donc qui est justement ce domaine de ce que tu peux plus nommer, ce que tu peux plus définir, ce qui est au-delà de tout ça, mais qui nous imprègne fondamentalement dans tout ce qu'on fait. Et en fait, donc il a proposé que dans le dialogue interreligieux, interculturel, ce serait intéressant de garder à l'esprit que la réalité est cosmothéandrique. Donc elle a 3 fondements, le côté cosmique, le côté théos, donc le côté divin, donc pour les traditions théistes, et andros, je ne me rappelle plus pourquoi il a préféré andros à anthropos, enfin par rapport à... je ne sais plus, mais donc c'est par rapport à l'être humain. Hein. Donc il c'est pas l'homme, homme, c'est mensch, enfin dans le sens être humain, mais voilà. Et donc en fait, donc la notion dont on parle là, donc c'est... Quand on dit que c'est au-delà, c'est parce que tu ne peux pas le fermer. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'au-delà, c'est que c'est pas ici aussi, en ce moment même. Et d'une certaine manière, les pratiques internes, à un certain niveau, oui, c'est la santé, c'est nourrir la santé, c'est nourrir l'énergie. Ça, c'est un aspect. Mais après, c'est aussi des voies, justement, avec lesquelles on essaye de se relier à cette ouverture fondamentale, ou le Tao, ou le divin, ou quelle que soit la manière dont vous voulez l'appeler. Et dans ce travail-là, les pratiques qu'on est en train de faire, entre guillemets, c'est des doigts qui pointent. Hein, il y a la fameuse histoire là, de la personne qui demande au sage où est la lune. Et donc il pointe la lune. Alors, apparemment, il faut aussi voir, bon, t'as les nuages, etc. Donc, elle est où la lune? Bon, le sage, il pointe la lune. Et celui qui demande, il regarde le doigt. Et avec toutes les pratiques qu'on est en train de faire, c'est aussi un peu ça. Parfois, c'est des doigts qui doivent pointer vers quelque chose. Donc, ils pointent vers certaines expériences, donc de rentrer plus à l'intérieur, de peut-être percevoir des choses qui sont un peu plus subtiles, et puis on peut avancer.
Mais si vous arrêtez sur le doigt, le tout c'est de faire la forme de telle ou telle manière, puis après on va faire la compétition, qui fait mieux en respectant le mieux les, je sais pas, tel degré d'angle ici, etc., etc. Et vous pouvez passer votre vie entière à faire ça, mais en fait vous serez passé à côté de ce qui était l'idée de la tradition. La tradition, elle était là pour vous pointer vers un horizon, et les différentes pratiques sont des pratiques qui vous permettent justement de... ça pointe un peu la voie. Et au lieu de le faire que de manière intellectuelle, justement c'est par rapport à des pratiques. Faites ceci, faites cela, il y a des choses qui vont se passer. Et toutes ces choses qui se passent vont vous orienter en fait petit à petit vers un certain alignement, et puis peut-être une certaine compréhension qui va venir. Donc, voilà, pour le truc classique, j'ai encore parlé un peu plus que je pensais. Mais donc, juste pour vous dire que même la notion, par exemple, de yin-yang, que vous les avez sur les skateboards, vous l'avez sur les planches à voile, enfin, vous trouvez partout, yin-yang, on met partout. Mais est-ce qu'on est conscient de toute la profondeur, en fait, qui est là-dedans? Et est-ce qu'on est sûr, au départ, même d'avoir déjà compris qu'il s'agit, en fait, de l'expression de ce qui est au-delà, donc c'est cette unité aussi qui est au-delà, et qui pour se manifester se polarise. Et qu'en fait, tout ce que vous voyez dans le monde, tout ce qui existe, ce n'est qu'un jeu de cette polarité. Et c'est pour ça, je vous en ai parlé une fois, je ne l'ai pas là sur nos t-shirts, en fait, on a le yin-yang là, et vous avez les trigrammes. On en a parlé, vous avez les 3 traits, et puis c'est des traits qui sont continus en haut, vous avez les traits qui sont cassés en bas, puis après vous avez en fait ces 3 traits. Donc d'abord il y a le trait à l'intérieur, donc le trait du bas qui commence à être cassé, puis après les 2 traits qui sont cassés, puis après les 3 qui sont cassés. Donc en fait quand c'est les 3 lignes qui sont pleines, c'est yang, la ligne pleine c'est yang, la ligne cassée c'est yin. Mais si vous avez qu'un trait, vous avez yin, yang, c'est genre c'est allumé, éteint, enfin, oui, non, mais vous n'avez pas le passage de l'un à l'autre, vide, plein. Mais comment est-ce que le vide devient plein et comment le plein devient vide? Donc si je rajoute en fait un deuxième trait, donc ça va vous donner 4 duogrammes, je ne sais pas comment on les appellerait, bigrammes, enfin je ne sais même pas s'il y a un nom pour ça. Dans ce cas, vous avez 2 traits, ça serait yang, yang, puis après, quand je casse en bas, c'est le yang qui est en train de se transformer en yin. Et après, hop, je transforme en haut, le yang est devenu complètement yin. Et une fois qu'il est devenu yin, il y a yang qui revient en bas. Donc c'est yin qui est en train de redevenir yang. Et après, toc, il devient complètement yang. Et à nouveau, vous n'avez que 4. Donc si vous voulez être un tout petit peu affiné, rajoutez encore un trait. Donc là, vous allez avoir 8 traits, enfin 8 trigrammes. Ça, c'est pas quoi. Il y a l'art martial aussi, pas quoi, qu'on a pratiqué avec certains. Mais c'est quoi, pas quoi? C'est rien d'autre que le processus de comment yin se transforme en yang et yang se transforme en yin. C'est tout. Et dans la pensée chinoise, ils sont allés encore plus loin, les trigrammes. Donc 3 et 3, et donc ça vous a fait des hexagrammes. Donc vous avez 6 traits. Et quand vous avez 6 traits, ça vous donne 64 hexagrammes. Et ces 64 hexagrammes, donc en fait, vous avez, si vous voulez, le processus en encore plus détaillé. Et ça vous donne, en fait, les phases de transition de yin à yang et retour, avec un détail de 64 étapes intermédiaires. Et c'est ça qui est à la base du I Ching, qui est vraiment le livre le plus fondamental par rapport à la culture chinoise. Parfois, c'est écrit I Ching, c'est le livre des changements. Donc l'idée, c'est que dans ces 64 hexagrammes, vous avez c'est une classification synthétique et systématique de toutes les expériences qui peuvent se passer dans la vie, de tous les phénomènes qui existent dans la nature. Si on avait rajouté encore des traits, après vous êtes dans des milliers et des milliers de possibilités, donc c'est peut-être plus précis, mais c'est plus du tout pratique pour utiliser. 64, c'est suffisamment précis pour comprendre quelque chose et suffisamment non général pour pas se perdre en fait dans les arbres, qu'on voit les arbres et puis on n'a plus la forêt. Et donc en fait, beaucoup de choses donc, dans la culture chinoise donc, sont basées, quand on dit donc yin-yang, c'est pas uniquement la vie des pleins et c'est aussi de Wu Ji vient Taiji,
Donc vous avez yin-yang, et puis de yin-yang sortent après, petit à petit, les 10 000 choses. Tout sort de là. Et ce qu'on essaye de comprendre, entre autres, c'est comment les 10 000 choses, ils sont ordonnés, c'est quoi leur logique, c'est quoi la dynamique entre eux. Pour petit à petit retourner, hop, yin-yang, et puis aller au-delà. Ah, donc ça c'est l'idée principale. Donc pour les Chinois, l'accent principal est mis sur ce processus de changement. Donc tous ces arts, c'est comment ça change, comment s'harmoniser avec le changement. Comment est-ce que je maintiens mon centre, mais pas comme ça. Je suis centré, mais tout change. Mon partenaire change si je suis en art martial. La météo change. Comment est-ce que je m'adapte à la météo? Comment est-ce que je m'adapte à... je grandis. Mon corps change. Je suis un bébé, je suis jeune, je suis en pleine forme, je suis un peu moins. Il y a tout ça. Et donc nous, comment est-ce qu'on peut s'adapter de manière harmonieuse à tous ces changements? Tu ne peux pas nier les changements. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer de les comprendre. Et plus on les comprend, plus on peut essayer de s'harmoniser à eux. Et pour s'harmoniser, il faut comprendre comment les différentes choses sont liées les unes aux autres. Et donc par exemple, par rapport à notre pratique, pour revenir à des choses très simples, c'est déjà de se rendre compte, admettons qu'on a pas mal, hein. Mais parfois si vous avez pas mal, vous n'êtes même pas conscient, vous avez un dos, parce qu'on ne regarde pas trop derrière, donc on a plus conscience devant, mais à certaines parties du corps, on n'a pas une très très grande conscience. Ouais, à quel point est-ce que, là on parle des choses extérieures, mais à quel point est-ce que vous avez ressenti vraiment vos poumons, votre cœur, votre foie. Donc là petit à petit, en fait, de commencer à prendre conscience, bon, mon corps, là, je fais un mouvement, je pousse devant. Mais qu'est-ce qui se passe derrière quand je pousse devant? Quelque chose va devant, quelque chose va derrière. Je descends en bas, oui, mais si je fais que descendre, je vais m'effondrer. Donc qu'est-ce qui fait? Donc c'est quelque chose qui monte aussi. C'est quoi qui monte? C'est quoi qui descend? Et donc en faisant ce travail, c'est comme si vous preniez les pièces en fait un peu d'un puzzle. Déjà vous les ramenez. Vous voyez s'il n'y a rien qui manque. Et après petit à petit vous recomposez la pièce, le dessin du puzzle. Et il y a une image unique qui apparaît. Ah, c'est une image, ça fait sens en fait. Et je comprends comment il y a les relations, quelles sont les relations entre ces différents éléments. Donc ça, pas d'un niveau surtout intellectuel, mais déjà par rapport au ressenti. C'est là que votre pratique, justement, elle va unifier. Elle va commencer par unifier le corps, puis il y a l'énergie qui va venir, donc on va unifier aussi le côté corporel avec le côté énergétique, puis il y a le côté de l'esprit qui va venir. Puis après, peut-être avec le Tao. Donc il y a toutes ces choses, toutes ces différentes dimensions, qui de plus en plus, en fait, vont faire partie d'une même unité. Alors qu'au départ, c'est des choses complètement éparpillées quand on ne voit pas l'unité. Donc en partie, tout le cheminement, c'est ça. Mais vous voyez, on n'a fait rien d'autre pour l'instant que de commencer à parler un tout petit peu, rien que de yin-yang. Et ça pourrait être une question idiote, tu vois, on se dit, je fais du tai chi, non, je vais pas demander à yin-yang quand même, ça c'est le truc de base. Si, ça c'est le genre de question, donc c'est les fausses bêtes questions. Parce qu'on pense que soit c'est tellement évident, ou qu'on sait, etc. Alors que c'est parfois sur ces questions-là, en fait, que la fameuse phrase là, que j'aime bien dire, la vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Certaines des questions, c'est pas qu'il faut apporter une réponse dans le sens « Ah, j'ai donné une réponse ». C'est une exploration qui va vous permettre de découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Que vous ne soupçonniez peut-être même pas avant de poser la question. Donc, si vous avez des questions...